pour découvrir le monde au ralenti, on reprenait le train. Et si finalement, ce n'était pas la destination l'important, mais plutôt la route qui y conduit. En abandonnant l'avion pour privilégier les trains régionaux, les trains de nuit ou les trains grande ligne, j'ai eu envie de retrouver le goût de l'évasion à 2 pas de chez moi ou à l'autre bout de l'Europe. Autant de morceaux de France et d'Europe à croquer en podcast, le temps d'une échappée feuilletonnée à picorer chaque semaine à la pause déjeuner. Chouchou, le podcast qui te remet sur les rails, raconte des histoires d'escapades ferroviaires pour t'aider à t'évader, t'inspirer et pourquoi pas imaginer ton prochain voyage en train dans ta région ou beaucoup plus loin. Après avoir découvert Lozerte et Saint-Cyr-la-Popie, je me rends cette semaine à Cordes-sur-Ciel, au cœur de la Toscane occitane. La région Occitanie et SNCF Voyageurs vous souhaitent la bienvenue à bord de ce Tralio. Il desservira Saint-Sulpice, L'Île-sur-Tarn, Gaillac, Vinbrac-Cordes, Lexos, La Guépie, Najac, Villefranche-de-Rouergue, Salles-Courbatier, Cap-de-Nac. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Le train me dépose à la gare de Cordes-Vinbrac et la fin du voyage s'effectue à bord d'un bus Lio. 10 minutes plus tard, me voici au pied de la cité aux 100 ogives, perché sur le puech de Mordagne. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une réservation pour Oui ce soir chez vous, Oui. au nom de Paul Angèle. Vous avez une voiture? Non, je suis venu en train et bus. C'est magnifique, hein. Vous êtes d'où? Je suis de Montpellier. Ah oui. Réveil au petit matin pour aller randonner le long du sentier dit du grain de sel, avec à la clé un panorama époustouflant sur Cordes. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Lucien et Pascal, 2 artisans passionnés par les techniques ancestrales. Le premier est tourneur sur bois et fabrique dans son atelier Copo & Co de petits objets et ustensiles pour la maison. Le second, reconnaissable à sa grande taille et sa canne en bois sculptée à la main, est un bâtisseur médiéval, un maçon d'un autre temps. Ils vont me faire découvrir Cordes-sur-Ciel au cours d'une visite qui te transportera en pleine époque médiévale. Bref, une échappée idéale pour les amateurs d'art et d'histoire. Salut Lucien. Ah, voilà le fameux atelier, enfin la maison atelier. Exactement, bienvenue à la boutique atelier qu'on partage avec Élise, ma compagne. Et donc la première pièce dans laquelle tu rentres là, c'est notre boutique. Ok, tu me fais visiter un peu? Ouais, carrément. Donc ici on a quelques meubles avec des étagères sur lesquelles on présente nos créations, les illustrations d'Élise, mes créations en bois, ustensiles, objets tournés. Et juste derrière, tu as ma pièce atelier. On va toujours travailler le bois dans le sens du fil et pas à contre-fil. De toute façon, l'outil, on va le sentir tout de suite. Ça, c'est plus net, plus lisse et plus simple à couper dans le sens du fil. Quand on va à contre-fil, la fibre retient la lame et ça bloque. Chaque fois que je travaille le bois, je suis obligé de tourner la pièce et de m'adapter à la forme du bois. Il faut savoir, être en harmonie avec la matière et écouter ce qu'elle te dit. Si elle te dit ça passe pas par là, bah, on change de sens et on essaye dans l'autre sens. Et donc là, tu es en train de fabriquer un bol, c'est ça? Oui, c'est ça, un petit bol en tilleul. Pendant que ça tourne, je taille avec des crochets forgés qui sont aiguisés sur un côté. Mon tranchant, il est fixe. Je le guide un peu dans le bois, je le pousse contre le bois. Aujourd'hui, on a un moteur qui fait tourner la matière. Là, le moteur, c'est la jambe. Donc, c'est ma jambe qui entraîne le mouvement et qui tire la corde vers le bas. Et donc, en appuyant, ça tourne vers moi. Ça tend la perche qui est au-dessus. Quand je relâche, la perche remonte. Ça tire la corde. Et ça fait tourner dans l'autre sens. Donc, c'est une rotation alternative. Donc, si je veux, par exemple, bloquer ce rondin de bois que je veux affiner avec mon outil, je viens plaquer l'objet ici. Je le serre
je pousse mes pieds en bas pour serrer ici. Ça sert d'étau. Et là, je suis libre avec mes deux mains de tirer et de façonner le bois. Et l'intérêt de cet outil, c'est que tu débloques et rebloques en 2 secondes. Okay. Alors qu'un étau comme ça, un étau à vis, tu as beaucoup de force de serrage, mais ça prend du temps de dévisser, revisser, dévisser, revisser. Alors moi j'ai appris déjà petit avec mon papa et mon frère qui sont menuisiers. Je me rappelle une photo où moi et ma sœur jumelle on était assis, on devait avoir 2 ans. Je me rappelle de cette photo, on était dans des copeaux qu'avait fait mon père au rabot de mobilier qu'il était en train de faire pour la maison. Et je pense que toute mon enfance j'ai encore l'odeur du chêne, des copeaux de chêne. J'ai dû intégrer ces odeurs-là et rattacher ça à quelque chose d'agréable. C'est une matière que je trouve vraiment magique. Moi, ma vision des choses, c'est que j'ai pas envie d'aller la couper pour la transformer. Il y a tellement de bois à récupérer autour de soi, que ça soit ça vienne d'élagage, que ça vienne d'arbres qui sont tombés avec des tempêtes ou autres. Qu'on peut en trouver largement, suffisamment, on va dire, pour pouvoir la travailler comme on veut. Ok, et comment tu te retrouves aujourd'hui, toi, ici, dans cet atelier à cordes ? Moi, je suis d'Alsace. J'ai passé pas mal de temps en Île-de-France avant de venir ici. Et je faisais de la photo dans l'immobilier de luxe parisien. Et le rythme de vie à Paris, je m'y suis pas adapté, donc j'ai fait un burn-out. Et il y a eu un déclic à un moment donné, j'étais chez des amis à Toulouse, et j'ai vu ce livre qu'ils avaient sur transformer, fabriquer des ustensiles et d'autres objets de déco en bois. Et j'ai trouvé des outils, des techniques qui me permettaient d'aller à mon rythme, pas être pressé par le temps. Moi, je voulais absolument avoir un atelier. Je me suis rendu compte qu'à Cordes, il y avait pas mal d'habitats comme ça. C'était une ville de commerçants et d'artisans depuis vraiment l'origine. Et donc, les maisons sont pensées comme ça. On a les shops en bas et en haut, l'habitation. Quand je suis parti de Paris, je me suis installé un an dans le Tarn-et-Garonne. Et quand je roulais sur les collines du Tarn, j'aimais beaucoup le fait de pouvoir voir au loin. Et la géographie me plaisait beaucoup. Et aussi, ce qui m'a plu, c'était la vie associative qu'il y a dans le Tarn. C'est assez développé dans plein de domaines différents. Et en fait, l'arrivée à Cordes, c'est vraiment une annonce un peu par hasard. On est tombé sur cette photo d'un atelier avec du XIIIe siècle, avec des grandes voûtes. Vraiment l'image qu'on se fait d'une échoppe médiévale, quoi. Et moi, j'aime bien le fait que ce soit un peu un joyau. Quand on arrive au loin, on voit cette colline dans cette vallée perchée là, et c'est très joli. Et il y a un vrai melting pot, c'est-à-dire qu'on a un mélange d'anciens cordais et on a beaucoup d'étrangers, que ça soit de l'international ou d'autres régions de France qui s'installent ici. Et on a aussi une richesse culturelle qui est assez grande. Pour un petit village de moins de 1000 habitants, c'est assez unique. Je pars avec Lucien à la rencontre de Pascal, qui nous attend sur le chantier médiéval adossé au musée Portal, à 2 pas de la porte de la Jeanne, l'une des 4 entrées de la cité primitive de Cordes. Ok, donc voilà votre fameux chantier. Je me demandais vraiment quelle tête ça avait. Le projet initial, c'est de reprendre toute cette face nord du musée Portal, avec les techniques anciennes. Et en attendant que ça démarre, ils ont eu l'idée déjà d'installer cette machine, donc le treuil à tambour ou cage à écureuil. C'est un grand tambour en bois. On peut marcher à l'intérieur de ce tambour et on enroule une très grande corde qui s'enroule autour de l'axe, à côté du tambour, reliée à une poulie en hauteur. Et donc on lève un panier qui est au bout de la corde, qui permet de lever les charges qu'on a à lever et à monter à l'échafaudage.
beaucoup d'efforts à faire. Ça marche. Vous voyez ce qui se passe. Et si je m'arrête, donc ça va s'arrêter, tu vois, ça se stabilise. Avant de rencontrer Pascal, je m'inspirais beaucoup de l'artisanat japonais. Ils poussent tout jusqu'au bout, enfin, l'extrême limite de leur art. Ils ont encore des traditions qui sont ancestrales, et que ce soit dans le bâti, en bois, que ce soit dans n'importe quel domaine de la création. Ils gardent ça. Et c'est vrai que quand on demande aujourd'hui peut-être même un maçon ou autre qui travaille avec des techniques actuelles, il ne saura peut-être même pas encore travailler à l'ancienne. On travaille sur la mémoire. Dans les ordinateurs, il y a ce qu'on appelle une mémoire vive. Il faudra voir qu'est-ce que c'est qu'exactement cette mémoire vive qui est à l'intérieur d'un PC. Mais nous, depuis le temps, on a quand même monté cette association en 1990, à la date de la première cage écureuil. Et avant ça, on a écumé des cathédrales en France, en Suisse et même en Angleterre pour comprendre comment marchaient ces machines qui sont encore conservées dans des charpentes en haut des cathédrales qui sont restées. Ça fait 40 ans qu'on travaille sur la mémoire des métiers du bâtiment en refaisant des machines. Et quelque part, une poutre qui est équarrie, qui garde son profil d'origine en ingénierie pure, elle est plus costaud qu'une poutre sciée parce qu'on a scié les fils d'un côté ou de l'autre, alors que là, le charpentier, il va suivre le fil du bois. Et on a une logique permanente. Et comme le dit Lucien, moi j'avais aussi pour la construction, l'habitat, je me tournais aussi plutôt vers le feng shui. On a tendance à aller chercher un peu loin et on se rend compte que dans nos vieilles traditions, on avait tout à fait l'équivalent. Je vais poursuivre ma balade à la découverte de cordes en compagnie de Pascal. En véritable passionné, il se propose de m'expliquer comment fonctionnait le système défensif de la cité cordaise à l'époque médiévale. Alors nous voilà devant la porte de la Jeanne. Elle est flanquée en bas de 2 archères, ça a été restauré, et ces 2 archères, elles protègent donc le passage. Alors les protestants ont mis le feu à la porte en bois de cette porte de la Jeanne, et on a des traces orangées qui sont les rubéfactions, qui sont vraiment le choc thermique. Et si on regarde attentivement en haut à droite, on voit une console, un bout de corniche qui est tout érodé. Et nous, on a retaillé de chaque côté les éléments de corniche qui vont supporter l'arc. En haut, on a encore 4 séries de corbeaux, voilà, corbeaux sur encorbellement comme ça. Et derrière, il y avait ce qu'on appelle une bretèche. Ça permettait aux archers de se mettre derrière. Ça permettait aussi de se mettre là-haut et d'envoyer des tonnes de pierres parce qu'il y a beaucoup de place dedans pour oxyre les attaquants. Et au cours des travaux, on a retrouvé ce qu'on appelle un assommoir. C'est cette partie-là qui est là. C'est ça. Dessous, en fait, on jetait des choses et Exactement. ça tombait. Et quand on passe la porte de la Jeanne, il faut surtout pas oublier de regarder à gauche parce qu'il y a un superbe linteau sculpté. Et ce linteau sculpté, là, voilà, là on voit un cordonnier. On a une forme, on a des râpes, on a un soulier, on a une paire de tenailles, voilà, qui permettait de dire voilà quel était le métier de l'artisan qui était là. En poursuivant la balade, nous remontons la rue Saint-Michel en direction de l'église. Cette rue, Pascal la connaît très bien, puisqu'à une époque, les habitants du village l'avaient même rebaptisée de son nom. Là, on est monté par la rue Saint-Michel. Dans cette rue, tel propriétaire nous a demandé de refaire la façade, un autre un arc, et on a tellement travaillé dans cette rue pendant des mois et des mois que les gens du pays ont appelé la rue Varingo. Et on s'est arrêté juste à côté de la maison des surréalistes, là, pour se repérer. Et à droite, ça avait été un de mes premiers chantiers en maçonnerie taille de pierre. On a retaillé entièrement le grand arc. Et si je regarde un peu en arrière, je pense que c'est 45 ans en arrière. C'est 45 ans en arrière et c'est toujours là, c'est toujours en très bel état. Et donc, oui, quand moi je passe dans cette rue-là, il y a une satisfaction et c'est pour moi un de ces avantages des métiers du bâtiment,
On passe 10, 20, 30 ans après, ce qu'on a fait, c'est encore là, c'est encore de qualité, c'est intégré, et je pense qu'il y a une réelle satisfaction. Cordes-sur-Ciel est un musée à ciel ouvert qui possède l'un des plus riches patrimoines gothiques de toute l'Occitanie. Sur la place de la Bride, il y a notamment un ensemble architectural regroupant 3 demeures aux façades exceptionnelles. La maison Carrier-Boyer, le musée du sucre et la maison du Grand Fauconnier. Mais il y a aussi plus bas la maison Font-Pérouse et celle du Grand Écuyer, que je vais découvrir avec Pascal. Donc on arrive à la maison Font-Pérouse. Déjà, il y a une sacrée sonorité, et ce qui est vraiment important, c'est de prendre un petit peu en considération la vie qu'il y avait à l'intérieur des maisons. On a ces grandes coursives qui sont au-dessus de nous, et là on a quelque chose de très très beau aussi, façon patio, c'est cette ambiance du sud quoi. Et il ne faut pas hésiter à rentrer dans les maisons cordaises ouvertes comme ça, parce que c'est une autre façon de découvrir Cordes avec ce côté cour intérieure. La plupart, oui, toutes les grandes maisons étaient organisées comme ça. C'est une cité où, si l'on est attentif, on ressent plusieurs ambiances et qui sont totalement dans l'esprit médiéval. Et là, ce que je trouve assez beau, c'est qu'on a du coup des piliers en forme de colonne avec des pierres taillées. Et puis au-dessus, au niveau des arcs, c'est complètement différent. Oui, tout à fait. Alors là aussi, c'est la beauté de la cour intérieure. On a différentes influences, mais qui vont être là de la géographie et de l'environnement cordais. On a du grès, donc les fameux piliers là. Ils sont dorés sans doute en grès de salle. Et par contre, sur place, on a une pierre qu'on appelle la dolomie et qu'on appelle aussi pierre de Guérissou ou de Corrompi. C'est retaillé par les maçons, bâti, et on a une pierre qui est très très résistante à la compression et à l'érosion. Et c'est aussi sans doute pour ça que Cordes est aussi toujours debout, parce qu'on a des bancs de carrière qui sont assez résistants. Et ça aussi, c'est assez beau. Donc voilà la façade du Grand Écuyer. Elle était pleine de mousse, beaucoup plus de grisaille. Et en haut, nous avons une très belle série de sculptures qui viennent rythmer les édifices gothiques, qui sont quand même très rares en France et qu'on retrouve à plein d'endroits à Cordes, quoi. Alors, beaucoup ont été repris dans le temps, mais c'était l'environnement des propriétaires et des bâtisseurs au Moyen-Âge. On a même un langage, nous, on va aller voir une cage écureuil. Les compagnons qui voyagent, dans notre langage, ça va être des chiens, ça va être des loups, ça va être des chiens-loups. Même chez les tailleurs de pierre, on va les appeler des loups-garous. Mais il faut vraiment lever les yeux et porter attention. Surtout ce bestiaire animal. Et il y a un auteur qui a écrit là-dessus, très très bien écrit, qui s'appelle Jean-Gabriel Chenin. C'est vrai que Cordes-sur-Ciel est assez unique, mais la Toscane occitane ne s'arrête pas là, bien au contraire. Il y a 1001 choses à découvrir dans ce territoire riche en nature comme en patrimoine. Du vignoble de Gaillac aux berges du Tarn, en passant par les villages perchés de Castelnau de Montmiral et puis celle-ci, tu ne risques pas de t'ennuyer. Afin de préparer ta visite, je te recommande de te procurer le guide Cordes-sur-Ciel entre ciel et pierre, disponible à l'Office du tourisme. Et si tu veux partir en randonnée autour du village, je te conseille également de télécharger l'appli Tarn Pleine Nature qui propose plusieurs itinéraires à travers la Toscane occitane. Enfin, l'application Enquête permet d'explorer le territoire en réalité augmentée. Tu trouveras les liens dans la description de cet épisode. N'hésite pas aussi à visiter le site web de l'Association des bâtisseurs médiévaux et la page Instagram de Copo & Co.
Enfin, pour prolonger le voyage, rendez-vous sur mon blog lafrancebaladeuse.fr où tu trouveras un guide complet pour découvrir Cordes-sur-Ciel en train. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec l'Office de tourisme de la Toscane Occitane et Radio Clapas. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et en parler autour de toi. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau voyage en train en Occitanie.